jeunes de Benghazi, jeunes de Libye, jeunes Arabes, la France veut vous dire son amitié et son soutien. Vive Benghazi! Vive la Libye! Vive l'amitié entre la France et la Libye! Vous voyez, ils ont été accueillis en véritables héros en Libye. 6 mois après le début de l'intervention de l'OTAN, Nicolas Sarkozy et David Cameron se sont rendus à Benghazi. Benghazi, la ville qui a évité le carnage. Benghazi aujourd'hui est libre, la Libye libre. En tout cas, c'est ce qu'a dit le Premier ministre britannique David Cameron. Mais une Libye qui est aujourd'hui face à son destin. La guerre a été facilement gagnée, reste maintenant à gagner la paix. Avant cela, peut-on parler réellement de victoire? Quel rôle la France va-t-elle jouer dans l'après-Kadhafi? Ce devoir d'ingérence avec feu vert des Nations Unies ne doit-il pas s'accompagner à l'avenir de garde-fous? On a aidé les Libyens et les Syriens. Va-t-on les aider ou les regarder se faire massacrer? Je vous présente tout de suite nos invités. Bernard Valero, bonsoir. Vous êtes le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. Ronny Broman, bonsoir. Vous êtes ancien président de Médecins sans frontières, professeur aujourd'hui à Sciences Po Paris. Et je rappelle que vous étiez contre cette intervention en Libye et vous nous expliquerez pourquoi. Kamel Almarache, bonsoir. Vous êtes libyen, journaliste indépendant. Et avec nous, Jean-Yves Moisseron, bonsoir. Vous êtes chercheur à l'Institut pour la recherche et le développement, rédacteur en chef de la revue Maghreb Mashrek. On a entendu Nicolas Sarkozy à Benghazi. Je vous propose maintenant d'écouter Mustapha Abdelhalil, qui est le président du CNT. C'était à Tripoli en début d'après-midi. On l'écoute. Sans le soutien des alliés, notamment la France et le Royaume-Uni, cette victoire n'aurait pas été possible. Nous sommes très heureux de recevoir M. Cameron et M. Sarkozy. Nous cherchons à libérer la totalité des territoires libyens et à restaurer l'état de la démocratie et l'état de la paix. Un État fondé sur l'alternance du pouvoir et qui rejette le terrorisme. Kamel Almarache, vous êtes libyen. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un jour historique pour la Libye? Une page qui s'est tournée. On a vu comment a été accueilli le président français et le Premier ministre britannique. Vous êtes reconnaissant aujourd'hui envers la France et de l'action qui a été menée? Ah oui, bien sûr. Je pense que tous les Libyens ont vraiment la fierté de l'amitié franco-libyen qui commence à ce jour que Sarkozy a décidé d'envoyer les avions, les chasse-avions pour bombarder les chars de Kadhafi qui sont à la porte de Benghazi pour faire des massacres des Libyens. Donc c'est un moment historique et je pense qu'il a le droit de savourer la victoire de la Libye avec nous. Et nous sommes très reconnaissants de M. Sarkozy de cette intervention très, très juste. Sans la France, sans la Grande-Bretagne, vous n'y seriez pas arrivé seul? Ah bah bien sûr, regardez, le 19 mars 2011, les chars et les blindés de Kadhafi sont à la porte de Benghazi. C'est une question d'heure, ce n'est pas une question de jours ni de mois. Donc Sarkozy a pris la décision à la bonne moment d'envoyer le chasseur, sinon on n'arrive pas à ce moment historique-là. Bernard Valero, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la mission est accomplie? S'agissant de la consécration aujourd'hui par cette visite du président de la République et du Premier ministre britannique, je crois que ce qui est accompli aujourd'hui, c'est véritablement la fin d'une dictature de 42 ans et la victoire de la démocratie en Libye. Je crois qu'on peut en concevoir. Est-ce qu'on peut déjà parler, pardonnez-moi, d'une victoire de la démocratie? Est-ce que ce n'est pas un peu trop tôt?
Non, ce n'est pas trop tôt parce que maintenant les Libyens ont la possibilité, de manière pacifique et sans être, comme le rappelait monsieur, sans être soumis à la menace des chars de Kadhafi, ils peuvent maintenant choisir leur destin, ils peuvent maintenant choisir et construire leur propre modèle démocratique. Ils ont désormais toutes les cartes en main et le voyage du président Sarkozy aussi en Libye aujourd'hui avait également une signification très forte qui était le soutien de la France, ce que nous avons fait au cours des 6 derniers mois et ce que nous allons continuer à faire justement pour accompagner et pour soutenir la nouvelle page qui est en train de s'ouvrir en Libye et qu'il appartiendra aux Libyens eux-mêmes et à eux seuls d'écrire. Ronnie Broman, vous étiez contre cette intervention militaire, hein, vous nous l'avez expliqué à plusieurs reprises sur ce plateau. Est-ce que vous avez aujourd'hui, avec un peu de recul, est-ce que vous vous dites finalement on n'a pas eu tort d'y être allé, finalement comme le disait Kamel Al-Marash, on a évité le bain de sang à Benghazi, finalement on est libéré de cette dictature? On est libéré du régime de Kadhafi, pour lequel je n'ai pas plus de sympathie que chacun ici autour de cette table, et donc que je ne pleurerai certainement pas. Par ailleurs, il est évident que ma sympathie va aux rebelles, aux opposants à cette dictature, et ça, c'est le point de départ, je crois, qui est absolument commun. Tout le monde est d'accord. En revanche, je ne crois pas que la démocratie soit au bout des bombardements. Je pense que la bataille militaire qui a été remportée d'une façon absolument évidente et éclatante était inscrite dès le début dans cette campagne. Il n'était pas imaginable que le régime de Kadhafi, dont chacun savait que l'armée était quand même relativement faible, parce qu'ils s'en méfiaient, parce que... Bon, bref, il était évident que la puissance de feu des alliés de l'OTAN serait largement suffisante pour pulvériser, même si, pour des raisons que l'on peut comprendre, ça a pris un petit peu de temps, plus de temps que prévu, mais il était évident que le régime ne résisterait pas. Mais la question n'était pas d'abattre le régime de Kadhafi, la question c'est de bâtir un régime décent. Or, qu'est-ce qu'on appelle un régime décent? Et je pense que chacun d'entre nous pourrait se retrouver autour de cette définition. C'est un régime dans lequel les rapports de pouvoir ne s'inscrivent pas dans la violence, dans lequel ils sont pacifiés. D'une certaine manière, c'est la démilitarisation de la course pour le pouvoir que l'on recherche. Or, comment penser que l'on va démilitariser la course pour le pouvoir lorsque l'on fait exactement le contraire? Lorsque non seulement le mouvement armé rebelle cherche la saisie du pouvoir par les armes, contrairement par exemple à ce qui se passe en Syrie, mais lorsqu'en plus on leur dit vous avez raison et vous avez tellement raison qu'on va mettre nos avions, nos missiles pour vous permettre d'y accéder plus rapidement. On crée un rapport de force artificiel, purement militaire, et on dit le pouvoir est au bout du fusil, maintenant c'est celui qui va avoir le plus de fusils qui va chercher à avoir le plus de pouvoir. Et je pense que l'on est engagé maintenant dans une sorte de course à la violence. Mais finalement, Ronnie Broman, si on n'avait rien fait, Kadhafi serait encore au pouvoir et ces gens seraient encore opprimés. Écoutez, ils ont peut-être une chance, ils ont peut-être aujourd'hui un espoir, peut-être que ça ne fonctionnera pas, mais au moins il y a l'espoir, peut-être aussi au bout du canon. Peut-être l'espoir est-il là. Après tout, ce qu'on a fait en Irak, peut-être qu'au bout, il y avait la démocratie. Ce qu'on a fait en Somalie, peut-être qu'au bout, il y avait un régime stable, décent, démocratique. Ce qu'on a fait en Afghanistan, au Vietnam, Haïti, enfin, on pourrait multiplier les exemples. Je n'arrive pas à comprendre l'euphorie qui saisit une bonne partie de nos contemporains devant la chute annoncée de cette dictature sous le feu de l'OTAN et d'un certain nombre de rebelles. Alors même que l'on sait que ce genre de victoire se paye ensuite d'une instabilité, d'un chaos, de régime, enfin de systèmes de violence croisée. Jean-Yves Moisson, vous êtes aussi pessimiste que les Ronnie Broman, parce que c'est vrai, finalement, il donne des exemples. Il donne l'exemple de la Somalie, de l'Irak, de l'Afghanistan, et c'est vrai que ce ne sont pas des exemples très réussis, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors est-ce que vous avez un peu d'espoir? Est-ce que l'espoir peut être au bout Si on prend les enseignements de l'histoire, effectivement, et en plus la situation tout à fait particulière de la Libye aujourd'hui, c'est évident qu'il faut être inquiet et extrêmement vigilant. Il y a, dans l'extrait qu'on a vu du discours du président Sarkozy, il a prononcé d'autres mots qui n'étaient pas là, qui étaient le pardon, la réconciliation.
et l'unité de la Libye. Et je pense que tout le monde a beaucoup d'inquiétudes sur ces plans-là et que ce sont les priorités. Effectivement, il y a une réussite sur le plan militaire et politique, dans le sens où les buts qui étaient poursuivis ont été atteints, mais je mettrai quand même quelques précautions parce que, disons que le pays n'est pas entièrement pacifié, il y a encore des zones de résistance. Est-ce qu'on peut craindre un scénario à l'irakienne ? Chaque pays est très différent. La Libye est un pays qui se caractérise par des forces assez fragmentées, avec alors des forces locales, tribales, mais en même temps qui ne sont pas la seule explication. Moi, j'inscris ça va quand même aussi... être très complexe. Oui, une situation, de réunir tous ces gens. Une situation très complexe, une opposition historique extrêmement ancienne entre la Tripolitaine et la Cyrénaïque, un pays qui ne s'est pas engagé dans un processus de constitution de l'État-nation. L'un des avantages, c'était l'existence du pétrole, mais la contrepartie du pétrole, c'est le fait qu'on ne fiscalise pas, on ne demande pas aux citoyens un impôt et on n'en fait pas des citoyens. Et en plus, Kadhafi, dans son mode de gouvernance, a joué sur les particularismes et il a organisé le clientélisme sur la base éventuellement des forces tribales ou d'autres groupes. Et donc il a empêché la constitution d'un État-nation moderne avec des citoyens. Et en même temps... Tout est à construire. Hein. Tout est à construire. Et en même temps, dans ce mouvement historique des 40 dernières années, il y a quand même de l'urbanisation, 85% des Libyens sont urbanisés, un niveau de vie assez élevé, un niveau d'éducation assez élevé, en particulier pour les femmes, et donc on retrouve dans la Libye des forces historiques, des transitions à long terme qu'on retrouve dans l'ensemble du monde arabe. Donc on ne peut avoir qu'un point de vue assez nuancé et contrasté. Donc simplement... vous dites pas, ça va être maintenant, bon, il faut être extrêmement, ça peut être la catastrophe, on peut sombrer dans la guerre civile. Il y a peut-être un espoir malgré tout. Il y a un espoir, mais tout va dépendre maintenant de la capacité du Conseil national de transition à reconstituer des consensus et des compromis politiques qui vont permettre le redémarrage de la Libye sur le plan économique. Parce que là, c'est quand même un pays qui a beaucoup souffert des destructions. Si on ne remet pas en route les infrastructures pétrolières, si on n'arrive pas à reconstruire le pays, à faire en sorte que ces forces politiques se projettent dans l'avenir et puissent trouver, disons, des motifs de compromis à faire au présent, eh bien ça va être compliqué de reconstituer l'unité. Et s'il n'y a pas d'unité, là, il y a tous les dérapages possibles, avec quand même la présence d'un certain nombre de djihadistes qui pourraient profiter de ce... Alors justement, je vais vous poser la question, Kamel Al-Marrache. Certains évoquent aujourd'hui un risque de voir les islamistes s'emparer du pouvoir. Il y a notamment un homme qui fait un peu peur, c'est Abdelhakim Belhadj, qui s'est entraîné dans des camps en Afghanistan, qui aujourd'hui est le gouvernement militaire de Tripoli, qui a été proche d'Al-Qaïda. Est-ce que ce risque existe ? Je pense non, pour des raisons évidentes que Belhadj lui-même, c'est vrai, il était dans Al-Qaïda, mais après, il était renoncé à tout ça. Et ça fait des années qu'il était en Libye, même emprisonné et pris libéré, même sous Kadhafi. Donc, le menace islamiste existe, mais ce n'est pas en important. La Libye, ce n'est pas comme l'Irak. On n'a pas une société de communautarisme. Tous les Libyens sont musulmans et de sunnites. On a une minorité de berbères, mais ça ne pose pas de problème. La Libye, c'est un pays riche, avec la richesse. Je pense que tout le monde sera satisfait. À condition que la CNT prenne l'initiative de réconciliation. Et ce qui M. Sarkozy tout à l'heure rappelait dans son discours, c'est très important de réconcilier les Libyens, même qui sont avec le régime de Kadhafi, et ouvrir la pays de grands chantiers de construction. Et on a besoin aussi de la communauté internationale. On n'a pas besoin de la communauté internationale juste pour les armes, et aussi pour construire la Libye. Donc, c'est alors justement, toujours... Bernard Valero, quelle aide la France va-t-elle apporter concrètement à la Libye? Eh bien, on va continuer, mais d'abord, je pense qu'il y a une posture de notre pays qu'il faut rappeler. Nous avons refusé la fatalité de la résignation au tout début. C'eût été tellement facile de dire « Oh là là, Benghazi va tomber, ça va être un massacre, mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Non.
on a réagi. On a réagi aux Nations Unies, on a réagi sur le terrain, et on a sauvé Benghazi, et ensuite tout ce qui s'est passé. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut refuser également la fatalité du pessimisme. Effectivement, si on fait la liste des problèmes qui se posent aujourd'hui à la Libye nouvelle, on pourrait faire 3 débats avec vous. Mais je crois que justement, cette seconde résignation, nous ne la voulons pas. Nous voulons continuer à aider les Libyens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons les accompagner aux Nations Unies. D'abord la levée des sanctions, le dégel des fonds, parce que contrairement à d'autres pays, la Libye a des capacités de financement. Il suffit simplement maintenant de mettre au point les dispositifs pour le restituer, tout ce qui avait été placé sous sanction à l'époque de Kadhafi. Nous avons pris l'initiative, la présidence française du G8 a pris l'initiative d'inclure la Libye dans le programme du G8, le partenariat de Deauville pour les pays du printemps arabe. Nous allons continuer avec tous nos partenaires à travailler de manière à ce que maintenant ce soit les Nations Unies qui soient en position de... Est-ce qu'il y aura une présence, un déploiement très rapidement de l'ONU sur place? Là aussi, je crois qu'il faut en revenir à l'essentiel. Nous rentrons dans un temps où ce sont les Libyens qui vont prendre leurs responsabilités. Ce sont les Libyens qui vont faire leurs choix, qui vont prendre leurs décisions. Nous allons les écouter, nous allons voir ce qu'ils demandent et ce dont ils ont besoin. Et alors ensuite, effectivement, on pourra voir dans quelle mesure on pourra les accompagner. C'est peut-être la différence avec l'Irak, c'est qu'il n'y a pas de puissance étrangère qui s'installera. Ça sera peut-être ça, René Bremam, la différence. Avant de clore cette première partie, les images qu'on a vues de Nicolas Sarkozy qui a été acclamé à Benghazi rappellent les images, on les voit ici, ce bain de foule que s'est offert le chef de l'État français, rappelle les images en Côte d'Ivoire au moment de l'investiture d'Alassane Ouattara. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Nicolas Sarkozy est un peu le libérateur des peuples opprimés? Ça, il faudrait aller le demander à quelques autres peuples. Non, je ne crois pas, mais effectivement, Benghazi est sans doute l'endroit du monde où Sarkozy est le plus populaire, où il en Côte d'Ivoire aussi, où il peut s'offrir un bain de foule. Peut-être oui, peut-être pas. Je serais plus prudent sur la Côte d'Ivoire, bien que, contrairement à ce que je dis sur la Libye, j'ai tout à fait approuvé. J'ai trouvé que la France avait fait ce qu'il fallait, était sortie par le haut de la situation en Côte d'Ivoire, car ce n'était pas une guerre par choix, mais c'était un conflit dans lequel la France était prise et qu'elle a, à mon avis, géré au mieux et dont elle s'est sortie au mieux. Là, c'était une guerre par choix et c'était tout à fait différent. On va faire une pause. On se retrouve pour la deuxième partie du débat consacré donc à cette visite aujourd'hui de Nicolas Sarkozy et de David Cameron dans la Libye libérée, a dit le Premier ministre britannique du colonel Kadhafi. Une page s'est tournée avec ces questions. Pour la deuxième partie du débat, nous avons utilisé donc le devoir d'ingérence avec feu vert des Nations Unies. Ne faut-il pas des garde-fous à ce nouveau principe? On veut protéger les peuples, tous les peuples. Eh bien, qu'en est-il aujourd'hui des Syriens? Nous poserons toutes ces questions à nos invités. À tout de suite.